Aujourd'hui, à Où est-ce que t'es rendu? Claudette Thériault. Originaire d'Urbainville, dans la région évangéline à l'île du Prince-Édouard, Claudette Thériault a longuement travaillé à faire avancer la société acadienne dans sa communauté. De plus, elle a eu une élogieuse carrière au sein de la fonction publique fédérale, entre autres comme directrice des affaires européennes pour le ministère des Anciens combattants, un rôle qui lui demandait de s'occuper de sites commémoratifs en Europe. En plus d'un retour sur sa carrière, Claudette discute du Congrès mondial acadien de 2019 où elle a été présidente du comité organisateur. Claudette Thériault, merci d'être avec nous aujourd'hui. On enregistre ceci fin avril 2021, donc en pleine pandémie. Comment se portent les Acadiens de l'île du Prince-Édouard à travers toute cette histoire qui nous occupe depuis maintenant plus d'1 an? Je pense qu'il faut être un peu créateur, essayer de tenir la communauté motivée et mobilisée aussi, qui est un petit peu plus difficile. Le CMA 2019 a apporté beaucoup à l'île du Prince-Édouard et ça avait créé tout un momentum dans les communautés. Il avait bien hâte un peu reprendre les activités. Il y avait des nouveaux bénévoles qui s'intéressaient et tout ça. Et à cause du COVID, mais ça a vraiment ralenti certains projets qui voulaient faire suite au CMA. Alors, dans les communautés, c'est ça, ils ont besoin beaucoup d'initiatives, de créativité pour essayer de créer des soins en ligne ou des activités un peu restreintes. Là. Mais c'est assez tranquille à l'île du Prince-Édouard. Tu nous parles de ce CMA-là. Bien sûr, tu étais la présidente du comité organisateur. À l'époque, quand la région du sud-est du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard a obtenu le CMA, c'était bien sûr la première fois que l'île accédait et pouvait accueillir le Congrès mondial acadien sur la terre acadienne de l'île. Parle-nous un peu de la genèse de ce projet-là. Où est-ce que ça avait commencé? Où est-ce que tous les morceaux se sont mis ensemble du côté du comité organisateur? Je pense qu'il faut commencer à donner le crédit à notre cher ami Marc Chouinard, qui présidait le comité de mise en nomination. Et c'est un peu lui qui a voulu faire un peu différent du premier CMA qu'il y avait eu dans le Sud-Est. Puis peut-être inviter un partenaire. Et là, ils ont pensé à l'île du Prince-Édouard qui pourrait s'associer avec le Sud-Est pour présenter la candidature du Sud-Est et du Prince-Édouard. Alors, ils ont approché l'île du Prince-Édouard. Puis la communauté acadienne a un peu hésité au début. Ils ont pris un peu de temps à répondre à Marc et son équipe parce que l'île du Prince-Édouard, ça dit peut-être nous autres aussi, on peut soumettre une candidature simplement pour la communauté de l'île du Prince-Édouard. Mais après avoir fait un peu une recherche, des consultations, et on s'est vite aperçu. Moi, j'étais vice-présidente de la Société Saint-Thomas d'Aquin dans le temps. Et on s'est vite aperçu qu'on n'avait pas les ressources puis la base de bénévolat qu'on avait besoin pour organiser un CMA 2019 à l'île du Prince-Édouard. Alors là, ça fait plaisir de se joindre avec le Sud-Est pour soumettre la candidature. Et on avait créé un protocole entre la communauté acadienne de l'île et le Sud-Est. Par exemple, on voulait avoir une activité majeure à l'île du Prince-Édouard. On voulait avoir un certain nombre de membres au conseil d'administration. Puis on voulait qu'il y ait des liens qui allaient se continuer. Alors c'est ça, on a siégé. Moi, je siégeais au comité de mise en candidature avec des gens comme Aubry Cormier, Alcide Bernard. Janito Bernard aussi dans le temps. Et après, quand on a eu le CMA, on a créé le comité organisateur et l'île avait 4 sièges sur les 13 membres. Et c'était moi-même, Rachel Gauthier, Charles Duguay et Caitlin Gill. Mm-hmm.
Et c'est en décembre 2014 que j'ai été nommée la présidente. D'accord. À ma grande surprise. Un détail que tu mentionnes, Claudette, tu dis, à l'époque, l'île du Prince-Édouard n'était pas certaine s'il pouvait accueillir le Congrès seul. La décision était faite, non, on va joindre nos forces au sud-est du Nouveau-Brunswick. Maintenant que le Congrès est terminé, qu'on regarde vers l'arrière, est-ce que tu penses que pour les éditions à venir, que l'île serait capable d'accueillir le Congrès lui-même, ou par elle-même plutôt? Possiblement. Le Congrès, certain de l'avoir fait avec le Sud-Est, c'était tout un processus d'apprentissage. Mm-hmm. On a formé des gens, je pense à Emmanuelle Leblanc, qui était la directrice artistique pour Miscouche et Abram-Village. Alors maintenant, elle, c'est sûr qu'elle pourrait prendre la relève. Et il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont participé. Je pense à Adrien Buot, qui travaille avec toi au niveau du protocole. Il y a plusieurs jeunes qui ont participé. Alors, on a des nouveaux leaders dans ce sens-là. Alors, je dirais que ça serait à y penser sérieusement et on sait qu'on a une certaine infrastructure pour le faire. Et oui, ça pourrait être une possibilité. Puis aussi, les réalités du Congrès comme tel, d'accueillir le Congrès, ont changé depuis le Congrès de 2019. On parle maintenant d'un Congrès qui est un peu plus court, qui est un peu plus condensé. Donc, je présume que ça aussi, ça pourrait aider, là. Oui, absolument. C'est justement ça. Il y a des nouveaux critères qui font que peut-être ça serait plus facile d'être hôte d'un prochain CMA dans le futur. On est presque 2 ans après le Congrès. Qu'est-ce que les souvenirs qui t'ont marqué? Qu'est-ce que tu gardes avec toi encore de ce Congrès-là? Wow! Il y a tellement de souvenirs et tellement de beaux moments que j'ai passés. Je vais en nommer quelques-uns. Certainement, l'entraide et la collaboration entre le Sud-Est et l'île du Prince-Édouard, c'était remarquable. Nous, à l'île du Prince-Édouard, comme petite communauté, on dirait qu'on a toujours l'impression qu'il faut toujours parler 2 fois plus fort, travailler 2 fois plus fort, vu qu'on est une petite communauté, pour faire sûr qu'on a notre part dans un grand projet comme le CMA. Mais ici, jamais une fois qu'on a dû parler plus fort ou les gens du Sud-Est nous ont accueillis à bras ouverts, puis on faisait partie, puis on se sentait partenaire autant que le Sud-Est. Alors, il y a eu beaucoup de bons moments là-dedans que le Sud-Est nous a appuyés tout au long de la démarche. Alors ça, c'était très, très bien. Puis un autre, j'avais toujours du plaisir à aller au bureau puis rencontrer les jeunes. J'étais émerveillée par... On avait un personnel de 30aine de jeunes, je suis sûre, qui faisaient partie de notre équipe, surtout vers la fin. Et de leur parler et de voir leur passion qu'ils avaient pour travailler pour le CMA et des nouvelles idées. Moi, je suis un peu de la vieille école, avoir gradué, ça fait déjà assez longtemps, et mes études en administration et tout ça. Et je trouvais ça tellement intéressant et souvent très impressionnée par ces jeunes-là. La plupart étaient des universitaires qui avaient des différentes idées, des différentes options. Puis je trouvais qu'ils n'avaient absolument pas peur du défi. Ils évaluaient bien l'environnement et tout ça, mais eux autres, ils avaient moins peur du risque que moi. Ils étaient prêts à s'aventurer dans des inconnus, à essayer des nouvelles démarches et tout ça. Et nous autres, ça me motivait énormément. Après avoir été à Moncton et passer un après-midi avec eux et parler individuellement, souvent, je prenais le temps de faire le tour. Je m'en revenais, j'étais pleine d'énergie. Ils me donnaient énormément d'énergie. Ils me donnaient la confiance que le CMA était en bonne main. On parle de cette confiance-là que tu as pu trouver chez les jeunes qui travaillaient, oui, pour le CMA. Tu en as mentionné, tu en as nommé quelques-uns tout à l'heure aussi. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, selon toi, ou est-ce qu'à ton époque, tu penses que les jeunes avaient aussi cette confiance-là, avaient le goût de prendre des risques? Est-ce que c'est juste synonyme de l'âge ou c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on trouve dans la société acadienne?
C'est drôle, tu me poses la question parce que je pense qu'à leur âge, j'étais aussi passionnée pour l'Acadie. Puis je sais que je démontrais aussi déjà un leadership très jeune. Mais rendu dans la soixantaine, puis de voir ces jeunes-là, ben, c'est rassurant que l'Acadie est en bonne main et la relève est là. Et oui, pour moi, c'est une grande, grande fierté. Tu parles que dans ta jeunesse, il y avait une place importante pour l'Acadie. Ça vient d'où? Ça a commencé comment? Tu te rappelles des premières fois? Je pense que ça devient de ma famille. Alors moi, mes premières années, ça a été dans la maison chez mon père. Alors, il y avait plusieurs générations qui vivaient dans la famille. Il y avait ma grand-mère qui était une enseignante. Elle avait des jumelles qui étaient tous les deux enseignantes. Mon père qui a été aussi étudié à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en agriculture. Puis mes arrière-grands-parents aussi étaient des leaders dans la communauté. On était entourés de ça. Mon père était très fier de sa communauté. Il contribuait beaucoup à la communauté. Il y avait des mononcles et des tantes qui restaient aussi à la maison. Ils faisaient partie de la commission scolaire. Mes arrière-grands-parents étaient les premiers au niveau de l'exposition agricole. Et Urbainville est nommé après mon arrière-arrière-grand-père. Alors, qui est juste là un signe, c'était certainement un pionnier du village et un leader du village. Alors, j'ai toujours été entourée de ça et que le français aussi était important, notre langue. C'était très, très important. L'éducation, c'était important. Et en gros, l'Acadie, notre communauté, on vivait de là-dedans. Moi, c'était mon quotidien. Tu as mentionné un petit détail qui m'a surpris. Le fait que ton père avait étudié en agriculture à la Pocatière. C'est loin de l'île du Prince-Édouard. Puis, même encore aujourd'hui, des études en agriculture, c'est quelque chose d'assez rare. Il t'en a déjà parlé de où est-ce que ça venait, ça? Oh, mon père, on nous en parlait presque à tous les jours. Il était tellement content de dire qu'il avait étudié à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Alors, mon père avait 18-19 ans. Il a reçu une bourse de la Société Saint-Thomas-d'Aquin, la Société acadienne et francophone de l'île, pour aller étudier comme agronome. Je sais qu'il y avait quelqu'un de Duvar qui avait été avec lui, Desmond Arsenault, et peut-être d'autres de l'île aussi. Alors, il est quitté puis allé là-bas. On restait sur une petite ferme à l'époque. Et mon père a continué ça pour plusieurs années par la suite, là. Mais mon père, on était tellement, tellement fiers. Alors, ça devait être dans les années 90. On a amené mon père revisiter le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et oui, une grande fierté. Donc, l'éducation avait une place importante dans ta famille. Oui, ma grand-mère, c'était ma marraine. Et c'était une enseignante. Et je me rappelle, en travers de mes études élémentaires et secondaires, que j'allais la voir pour m'aider à écrire des textes ou corriger mes textes ou des lettres où je faisais des demandes d'emploi. C'était toujours ma grand-mère, j'allais voir pour m'aider. Et aussi, j'étais la première à aller à l'université. Alors, c'était une fierté pour la famille que j'allais poursuivre mes études. À l'époque, tu as fait tes études à l'Université de Moncton. Est-ce que c'était un choix évident? Est-ce que c'était la seule option ou ça a été un choix difficile pour toi de venir quitter l'île, venir à Moncton étudier? C'était un choix facile parce qu'on était 4 amis très proches. Puis les 3 autres allaient à Moncton. Puis je ne sais pas si c'était automatique. Si vous voulez étudier en français, puis moi, il n'y avait pas question que j'allais étudier en anglais. Alors, c'était automatique que j'allais en français. Mais, alors moi, je voulais suivre mes amis pour aller à Moncton. Puis mon ambition, c'était de devenir secrétaire. Alors, on n'avait pas de conseiller en orientation dans le temps, à l'école. Alors, j'ai étudié le calendrier de cours et tout ça de l'Université de Moncton.
Puis le plus proche que je trouvais, c'était en administration. Alors, je me suis inscrite en administration. Puis, ça n'a pas pris longtemps de m'apercevoir que je n'allais pas apprendre à devenir secrétaire en administration. Mais qu'est-ce qui a été ma grande surprise était que j'étais une parmi 2 ou 3 filles avec tous des garçons qui étaient avec moi aux études. Parce que moi, j'ai été à Moncton de 72 à 76. Et il y avait très, très, très peu de femmes en administration à cette époque-là. C'est beau de voir aujourd'hui que ça a changé. À cette époque-là, il y avait très, très peu de femmes. Et j'ai adoré mes 4 ans à Moncton, mes cours de marketing, management. J'étais vraiment dans ce que je voulais. C'était ça mon rêve, de continuer à être leader et être en administration, mais c'était justement ça que j'étais en train d'étudier, le leadership, le management. Est-ce qu'à l'époque, on te faisait sentir parfois que tu n'avais peut-être pas ta place comme femme? Ou c'est pas quelque chose que tu as vécu? Oh oui, on se faisait taquiner énormément. Moi, je me faisais taquiner pour 2 choses. Je me faisais taquiner parce que j'étais une femme, puis je me faisais taquiner parce que j'avais un différent accent. Mm-hmm. Parce qu'il faut dire qu'à l'Université de Moncton, les gens d'Edmundston étudiaient 2 ans à Edmundston, puis là, ils venaient à Moncton après pour terminer. Puis là, tu avais tout. Là, l'accent des Brayons et des gens de l'île, c'était très différent. Alors, quand je devais faire une présentation devant la classe, là, je me faisais taquiner pour moi. C'était pas de l'intimidation, mais je me le faisais dire. Là. Ouais. C'est sûr qu'au début aussi en français, j'ai eu un petit peu de misère. On dirait que mon français est peut-être moins fort que d'autres élèves qui venaient peut-être des écoles d'ailleurs, là, mais je m'en suis bien sortie. Lors de ton parcours universitaire, est-ce que c'était évident ou même important pour toi de revenir à l'île du Prince-Édouard une fois que les études étaient complétées? Oui, parce que je voulais continuer à contribuer à la communauté de l'île et essayer de faire une différence. Alors, moi, j'ai gradué le 15 mai 1976 et le 16 mai, lendemain, c'était le dimanche, le lendemain, je commençais à travailler comme directrice de la Voix acadienne. Alors, c'est pas mal dans la communauté. Puis c'était le journal qui venait de commencer comme hebdomadaire. C'était tout nouveau. Très peu de technologie dans le temps. On faisait tout à la main, le montage des pages et la photographie de la chambre noire. Et puis tu portais plusieurs chapeaux, le marketing et tout. Et pour moi, c'était comme intéressant parce que il fallait faire différentes tâches et c'était très intéressant. Tu dois être la seule diplômée d'un programme universitaire qui devient directrice du début d'un journal. Oui. Comment est-ce qu'on avait venu te chercher? Oui, puis avec du personnel aussi, parce que dans les années, des fois, j'essaie de m'imaginer combien de personnes que j'ai supervisées, puis c'est au-delà de 1000. Là. Parce que c'était ma première tâche comme directrice, puis après ça, j'ai toujours été dans des rôles de supervision ou de direction dans ma carrière, tout au long de ma carrière. À la Voix acadienne, j'ai pas réussi à rester longtemps parce que là, j'ai rencontré mon mari à la Voix acadienne. C'est peut-être une raison pourquoi j'ai eu la job, parce que c'est lui qui m'a interviewé. Théo était sur le comité d'entrevue, d'emploi avec Pierre Arsenault et Ulrich Poirier dans le temps. Et c'est ma première rencontre avec Théo, c'était là. Alors, j'ai eu l'emploi. On travaillait au même endroit. Théo travaillait à la Société francophone et acadienne. On était dans les mêmes bureaux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se voir. Et on s'est mariés 2 ans après, qui a fait que Théo a eu un emploi au Nouveau-Brunswick. Et alors, on a déménagé au Nouveau-Brunswick à Bathurst. On a été à Bathurst pendant 7 ou 8 ans.
Et encore là, moi, j'étais à Bathurst, alors j'ai suivi le mari qui allait au Nouveau-Brunswick parce qu'il y avait un bon emploi avec la province du Nouveau-Brunswick. Et puis, arrivé là, c'est le seul temps que j'ai été sur le chômage. C'est pour une petite période de mon arrivée à Bathurst. Mais ma première emploi a été directrice des centres d'emploi pour étudiants. Alors, je m'occupais des bureaux de centres d'emploi. Dans ce temps-là, il y avait pour embaucher des emplois d'été, les employeurs venaient nous voir, puis on nous aidait à trouver des étudiants pour combler les postes. Alors, j'avais un bureau à Caraquet, Chicago, Tracadie et Bathurst que je m'occupais. Alors, j'ai fait ça pour une saison, je pense. Puis après, j'ai rentré à Bathurst. C'est là qu'on émet les numéros d'assurance sociale pour le gouvernement du Canada. Et j'avais un poste là de direction. Alors, j'ai fait ça quelques années. Puis après, j'ai fait une demande pour un programme de formation pour devenir exécutif, plus élevé, gestionnaire avancé au niveau de la fonction publique du Canada. Et j'ai été chanceuse, j'ai été choisie, parce qu'il y en avait très peu de choisis au Nouveau-Brunswick. Ce qui nous a amené à déménager à Fredericton, parce que ma première affectation était à Fredericton. Alors là, c'est Théo qui m'a suivi à Fredericton. Son tour. Oui, c'était son tour. Puis ça s'appelait Emploi et Immigration Canada dans le temps. Et j'avais un poste là avec le directeur général. Mais ça a été un court séjour à Fredericton. Parce que la fièvre pour revenir à l'île nous a pris. Puis Théo a eu le poste de directeur général de la Société Saint-Laurent-de-Quinte dans le temps. Alors, je l'ai suivi. Et puis, ça, c'était en 86. Puis, on est revenu à l'île du Prince-Édouard. Et là, j'ai eu un transfert au gouvernement fédéral. Mais après, avec Léonce Bernard, que beaucoup de gens connaissent, qui était ministre dans le temps à l'île du Prince-Édouard, au gouvernement provincial. Malheureusement, il est décédé il y a quelques années. J'ai travaillé après avec lui. J'étais directrice d'un centre d'information ou d'accès du Prince-Édouard. Puis j'ai fait ça quelques années. Puis après, j'ai devenu directrice, la première directrice des affaires francophones et acadiennes de l'île du Prince-Édouard au gouvernement de la province. Un poste qui existe toujours encore aujourd'hui, là. Oui, et moi, j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Et ça, c'était très intéressant. Il fallait être très persévérant. On pensait qu'on avançait, mais là, le gouvernement changeait et que c'était un peu souvent à recommencer. Est-ce que c'était à l'époque des grandes luttes en Cour suprême, entre autres, pour l'école francophone à Summerside? Donc. Moi, j'étais là de 89 à 98. Et puis, oui, puis c'était... Le français n'était pas tellement valorisé. C'était les tout débuts d'essayer d'avoir des services en français. Heureusement, on a eu le premier ministre, Joseph Gilles, qui nous appuyait énormément pour le bilinguisme. Puis un an que je me rappelle qu'on avait pris pour... Moi, j'allais au cabinet pour essayer de les convaincre de l'importance d'offrir des services en français. Et souvent, la petite population qu'on était, c'était difficile à justifier qu'on avait besoin des services. Il y avait de la misère à comprendre ça. Mais on prenait un angle économique en disant que ça avait une valeur ajoutée pour amener des entrepreneurs travailler à l'île du Prince-Édouard si on avait une main-d'œuvre bilingue. La même chose pour le tourisme. Ça pourrait augmenter le tourisme qui offrait plus de services en français ou que les touristes pourraient en bénéficier aussi. Puis c'est un élément qui a fonctionné. Le cabinet s'est intéressé là-dedans et ça fait avancer les choses un peu, qu'on mettait l'emphase sur les bénéfices économiques. Et on a réussi à avoir une politique sur les services en français qui mettait l'accent surtout sur les services en santé pour commencer,
Parce que c'était là qu'était le défi, parce que les gens qui étaient plus âgés, qui allaient à l'hôpital ou qui étaient dans les foyers, ils parlaient souvent pas anglais. Alors, on a gagné beaucoup de points et on a réussi à avoir des services. J'étais très contente et sous la direction avec l'appui de Joseph Guise et de Léonce Bernard aussi, on a fait avancer les choses. Et aujourd'hui, ça continue et la communauté francophone à l'île grandit. Ouais. Donc, 30 ans plus tard, satisfaite de la courbe de l'évolution de la communauté acadienne et francophone à l'île du Prince-Édouard, ou est-ce que tu aurais aimé d'en voir plus? Mais la courbe est lente. C'est un peu ça des fois que je perds un peu patiente, là. La courbe est lente et on a beaucoup plus de services en français au gouvernement, mais souvent, ils ne font pas l'offre active des services. C'est pas évident qu'il y ait un service en français quand tu arrives à l'hôpital ou quand tu vas au accès du Prince-Édouard, c'est pas évident. Mais c'est souvent présent, mais tu le sais pas et les gens ont tendance qui vont parler en anglais. Alors, il y a beaucoup encore de travail à faire sur ça, la promotion, de faire l'offre active et de continuer d'avoir des postes désignés permanents. C'est des fois, il y a des postes bilingues parce que c'est les gens qui adonnent être dans le poste qui sont bilingues, mais le poste comme tel n'est pas désigné bilingue. Alors, présentement, je pense que ça fait partie de la démarche du gouvernement d'essayer de désigner des postes bilingues. Alors, quand ils feront le recrutement, ils recrutent bilingues. Là. Mais des fois, je trouve que la courbe, là, la progression est très, très lente. Ça prend du temps. Mais il faut dire qu'on a fait beaucoup de cheminement. Moi, en 89, là, on n'avait pas 6 centres scolaires communautaires. Et à cette heure, on a 6 centres scolaires communautaires, des écoles qui vont bien, je veux dire, l'inscription dans les écoles continue d'augmenter chaque année et ça avance. Et je trouve aussi qu'on fait du progrès au niveau de l'immigration francophone parce qu'on peut voir que la population se diversifie énormément. Ça, quand on regarde les leaders communautaires présentement dans la communauté francophone, on voit beaucoup, beaucoup de gens de l'extérieur du Canada qui sont dans ces postes-là à l'heure actuelle. Et puis, je trouve que c'est bien, mais le profil de la communauté acadienne et francophone a beaucoup, beaucoup changé dans les derniers 30 ans. Énormément changé. Où est la place de l'Acadie dans tout ça? Parce que c'est souvent une question qu'on amène quand on voit les profils de nos communautés changer. Selon toi, que va rester de l'Acadie à l'île du Prince-Édouard dans 10, 20, 30 ans? Mais je vois encore cette jeunesse-là, puis je pense à mon fils, par exemple, je pense à toi, Marc-André. Vous êtes encore des très, très fiers Acadiens, puis vous avez ça dans les gènes, dans le cœur, vous êtes Acadie. Tant qu'il y aura cette... Puis les jeunes aujourd'hui qui commencent à l'école, on va leur parler sur la culture acadienne, on écrit des livres sur l'Acadie. Alors, on enseigne ces gens-là qui viennent de l'extérieur, on les adopte dans notre communauté, puis c'est un peu des Acadiens adoptés, là, puis ils suivent notre culture. Ça fait encore partie de notre environnement. À l'île du Prince-Édouard, c'est très, très, très présent, là, la communauté acadienne. C'est plus que des personnes, c'est l'environnement, c'est toute notre société. Puis les gens se sentent bien là-dedans, ils se sentent accueillis, ils se sentent chez eux, ils semblent être heureux de prendre ça. Puis ça me fait penser un petit retour au CMA 2019 parce qu'on avait vraiment ça comme objectif, que le CMA on voulait que ça soit diversifié, on voulait que ça soit ouvert à tout le monde qui aimait l'Acadie aussi bien que les Acadiens. Je me permets de revenir sur ta carrière dans la fonction publique. Tu as terminé comme directrice des affaires européennes au ministère des Anciens combattants, ce qui veut dire travailler
en Europe pour le gouvernement du Canada pour assurer la commémoration, bien sûr, de tous les Canadiens et Canadiennes qui ont passé par là, entre autres, lors des conflits de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Parle-nous de ce rôle-là qui a, j'oserais dire, quand même été très important dans ta carrière. Oui, puis je parlais un petit peu avant de m'arriver en France parce que c'est à partir de quelques années avant que j'ai été chanceuse. J'avais mis mon nom pour faire participer à une commémoration qui avait lieu en France pour le 65e anniversaire de la bataille de Normandie. Puis je trouvais que ça serait intéressant d'accompagner les vétérans pour aller là-bas. Alors, j'ai mis mon nom. Les employés étaient invités du ministère des Anciens combattants pour mettre leur nom s'ils voulaient aller accompagner des anciens combattants pour aller là. Moi, je trouvais que ça allait être une expérience incroyable. Mais à ma grande surprise, le directeur de l'événement m'a approché que j'irais en France pour 3 mois pour organiser l'événement. C'était l'événement qui allait avoir lieu au cimetière de Bény-sur-Mer, où il y a c'est un cimetière canadien. Alors, j'ai un peu hésité. Moi, j'avais été en France une fois avec le Sénat. Mais j'ai demandé si une autre personne pourrait m'accompagner, Lisa Arsenault, que j'avais déjà travaillé avec. Alors, on est partis tous les deux en France pour organiser un événement que le premier ministre allait participer et tout ça. Alors, c'était tout un apprentissage. On a été là 3 mois sur place pour organiser l'événement. Et après ça, au retour, j'ai eu le poste de direction des événements à l'étranger. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, qui m'a amené à aller en Hong Kong, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, en France. J'ai organisé des événements pour le premier ministre du Canada et des ministres et bien d'autres, la reine Élisabeth. Puis ça a été une expérience incroyable. Alors, quand le poste est venu ouvert pour la direction des opérations en Europe, alors j'ai postulé pour le poste. J'avais déjà pas mal d'expérience d'avoir travaillé en Europe. Alors, j'ai eu le poste qui voulait dire Théo allait me suivre et on allait déménager en France pour 2 ou 3 ans. Alors, on est allé en France. Alors, je m'occupais de 14 mémoriaux, 13 étant des monuments en hommage des anciens combattants de la Première Guerre. Et en Angleterre, le gouvernement du Canada a aussi un monument à Green Park, sur les terrains de Buckingham Palace. Et puis, c'est pour honorer tous les soldats qui ont servi pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Alors, mon bureau était au Mémorial national du Canada à Vimy. Et c'est sûr que c'est le plus grand site au niveau des activités qui avaient lieu, au niveau des touristes qui pouvaient visiter. C'était proche d'1 million de visiteurs qu'il y avait par année. On avait des guides comme toi, Marc-André. Alors, Marc-André est un des jeunes guides qui a pu nous accompagner au niveau de l'interprétation de ces sites-là. Et il y avait aussi Beaumont-Hamel, qui est un site très important pour les Terre-Neuviens. Et c'était surtout Vimy et Beaumont-Hamel, les 2 sites les plus importants où on avait des visiteurs. Mais il fallait s'occuper de l'entretien de l'ensemble des 14 mémoriaux. Alors, ça faisait... Puis, les mémoriaux il y en a plusieurs en Belgique aussi. Et d'organiser des commémorations et on avait des visites. Souvent, Marc-André a fait visiter beaucoup de dignitaires. On avait des ambassadeurs et des ministres et des premiers ministres du Canada et d'un peu partout qui venaient pour des visites. Alors, on devait suivre le protocole et de les recevoir, mais c'était toujours très, très plaisant parce qu'ils étaient toujours très reconnaissants
de la tournée qu'on pouvait leur faire et les services qu'on leur rendait. Alors, à Vimy, on avait une douzaine de guides par semestre, un peu. Je pense qu'on avait 3 semestres par année. Et on avait une rotation. Là, il y avait toujours la formation de ces jeunes-là avec le ministère de la Défense nationale. Et les jeunes adoraient ça, de faire ça. Alors, j'étais encore là, entourée de jeunes que j'appréciais énormément et qu'on pouvait leur faire vivre de belles expériences et qu'eux autres, en même temps, en bénéficiaient pour connaître un peu davantage l'Europe et tout ça. Pour moi, ça a été une expérience vraiment extraordinaire. On avait notre propre budget, on se rapportait au bureau de Charlottetown, au ministère des Anciens combattants, et j'ai rencontré énormément de gens, des amis qui sont des amis à vie. Justement, on parlait à des gens hier de ce coin-là, du Pas-de-Calais, et de très belle expérience, et aussi de pouvoir en bénéficier pour apprécier la culture de ce coin-là et de voir comment les gens vivaient là-bas. Différentes nourritures, différentes activités, différentes manières de faire les choses. Puis, on a eu beaucoup de visiteurs pendant la période qu'on a été là aussi. On a accueilli beaucoup de gens de la famille de chez nous. Très belle expérience. Aussi, à l'époque, ça a été le moment de la restauration, n'est-ce pas, du monument national du Canada à Vimy. Ça devait être un projet d'envergure que tu as su piloter? Il faut dire que quand moi je suis arrivée pour être employée en France, le monument avait fini d'être restauré. D'accord. Parce qu'il visait pour le restaurer pour le 90e anniversaire de la bataille de Vimy, qui a été un événement que j'ai dirigé. Voilà. Alors, ça, j'ai passé beaucoup de temps en France pour organiser cet événement-là, mais je ne vivais pas en France. D'accord. En 2007, ça a été, il y a eu au-delà de 5000 Canadiens qui sont venus pour cet événement-là, qui ont fait le voyage en France pour souligner le 90e anniversaire de la bataille de Vimy, qui était de la Première Guerre. L'événement avait amené 22 000 personnes sur le site même. Et on avait le président français, on avait le premier ministre du Canada, le ministre des Anciens combattants. C'est là que la reine Élisabeth était là, avec le prince Philippe. Et ça avait été toute une organisation, beaucoup de protocoles, et on avait énormément de jeunes étudiants qui étaient là aussi présents pour cet événement-là. Quand tu penses à la commémoration, clairement, c'est quelque chose d'important pour les Canadiens, mais j'oserais dire que c'est quelque chose qui change. Entre autres, tu l'auras vu avec la Première Guerre mondiale, c'est sûr qu'il y a eu une certaine époque qu'il y avait encore des vétérans, maintenant il n'y en a plus de la Première Guerre. La Deuxième Guerre, ils sont de moins en moins nombreux par la force des choses et la force du temps. Et la commémoration, selon moi, a été souvent basée sur ces personnes comme telles. Maintenant que ces personnes-là deviennent de moins en moins présentes, comment tu penses que la commémoration, ce devoir de souvenir-là va se porter? C'est une très bonne question. Il reste très peu d'anciens combattants de la Deuxième Guerre. Le ministère des Anciens combattants a essayé le mieux possible d'enregistrer ces gens-là qui racontaient leurs histoires, mais à une époque, il était très réticent à raconter leurs expériences qu'ils avaient vécues pendant la Deuxième Guerre. Plus qu'ils vieillissaient, mais rendu à la 80, on dirait qu'ils s'ouvraient un peu plus, mais il y avait encore beaucoup de douleur de raconter ça. Et aujourd'hui, mais il y a des gens qui écrivent des livres, on les demandait souvent d'aller faire des sessions dans les écoles pour le raconter et montrer les monuments et tout ça. Il y a beaucoup de voyages qui se font à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ce sont dans les conflits de Corée, dans les conflits de Vietnam et dans ceux qui ont été à Afghanistan, ce sont maintenant nos anciens combattants. C'est les gens qui sont à la retraite, c'est différentes sortes de conflits, mais c'est un peu eux qui deviennent
la relève de la Première et Deuxième Guerre mondiale. On parlait de la commémoration en France. Toi, Théo, ton mari, vous avez quand même fait plusieurs contacts, j'oserais dire, au niveau de la commémoration, mais aussi avec une grande lunette de l'Acadie. Peux-tu nous en parler? Oui, je pense que tu réfères à la Semaine acadienne. Exactement. Ça a tout commencé, la Semaine acadienne en Normandie, quand notre fils qui nous a amenés là, Rémi, qui est photographe, alors il cherchait à faire un stage en France à travers le Sénat et il avait eu un stage à Paris. Mais le photographe en question, à la dernière minute, ça n'a pas fonctionné. Alors là, il cherchait une autre place où il pouvait faire un stage en photographie. Et on a eu le nom d'Arnaud Blanc, qui est le président de la Semaine acadienne en Normandie. Et alors, il a accepté Rémi et nous sommes allés, je pense que c'était en 2009, je crois. Puis Rémi a fait une exposition là-bas sur un thème acadien. Il était le photographe officiel de la Semaine acadienne. Et alors, ça a été, on a tombé en amour avec la Semaine acadienne et les gens de la Normandie. Et par après, il y a eu la Semaine acadienne qui rendait hommage à l'île du Prince-Édouard. Alors, on a travaillé fort pour amener une délégation avec une ministre à Saint-Aubin-sur-Mer pour la Semaine acadienne. On était toute une délégation qui a été là-bas et c'est une semaine que les gens de là-bas nous parlent encore. C'est incroyable l'impression que les Acadiens de l'île du Prince-Édouard ont eu sur Saint-Aubin-sur-Mer. Il faut dire que pourquoi la Semaine acadienne en Normandie, c'est parce que, surtout à Saint-Aubin-sur-Mer, c'est que c'est des soldats canadiens lors de la bataille de Normandie qui ont libéré plusieurs des villages sur la côte de Normandie. Plusieurs ont déjà entendu parler du centre Juno qui est situé à Courseulles-sur-Mer, mais c'est là, la plage Juno, où que les Canadiens sont arrivés et ils ont libéré ce territoire-là. Et Saint-Thomas-sur-Mer, c'est un petit village à côté de Juno, très petit village, qui a été libéré par des soldats acadiens, plusieurs. C'était le régiment de North Shore qui a libéré Saint-Thomas-sur-Mer. Alors, pour rendre hommage et en signe de reconnaissance, les gens ont décidé d'organiser la Semaine acadienne. Et la Semaine acadienne continue encore aujourd'hui. Il va avoir lieu cette année. Malheureusement, on ne pourra pas y aller, mais il y a toujours lieu. Et puis, toujours avec les mêmes organisateurs et des bénévoles. Et c'est rendu un très grand événement dans la côte nord de la France. Et moi, j'ai participé, je ne sais pas, 7, 8 fois au moins. Puis, c'est très, très bien. Puis, les gens nous adorent parce qu'on vient de l'Acadie. Ouais, ils aiment ça. Puis, j'avais été donner des conférences sur le règlement lors de la Semaine acadienne. Et c'était dans un théâtre. Et de, je ne sais pas, 300-400 personnes. Et les gens étaient debout. Il n'y avait pas assez de place. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, pour l'édition de cette année, il y aura une petite touche de l'île du Prince-Édouard et du Congrès mondial acadien qui sera là. Alors, oui, justement, lors du CMA, la Galerie de la Palette, qui est un groupe de la région évangéline, des artistes bénévoles, qui ont décidé de faire une exposition sur la rue. Alors, ils ont fait des peintures qui représentaient pour eux l'Acadie ou des différentes étapes de l'Acadie, des périodes de l'Acadie. Et ils avaient exposé leurs peintures dans chacune des maisons en entourant le site où il y a l'ouverture officielle, mais dans les maisons qui filaient jusqu'à l'école. Je pense qu'il y en avait une trentaine. Alors, ils ont été invités de présenter l'exposition lors de la Semaine acadienne en Normandie cet été. Ils ne vont pas envoyer les peintures, parce que c'est assez énorme là, au niveau de chaque peinture. Là. Alors, ils ont fait des photos des peintures
Et là-bas, ils ont imprimé les peintures sur des grands panneaux. Et ça va être au long de la promenade à Courcelles-sur-Mer, la plage Juno. Là, ça va être tout au long de là. Alors oui, l'île du Prince-Édouard représente la région évangéline des Acadiens lors de la semaine acadienne. Ils ont fait aussi écrit un petit livre qui décrit chacune des peintures et la raison d'être de chacune des peintures pour expliquer un peu que les gens comprennent bien le contexte de ces peintures-là. Alors, c'est un très, très beau projet. On a parlé de ton impressionnante carrière dans la fonction publique. On a parlé du Congrès mondial acadien. Qu'est-ce qui occupe Claudette Thériault en ce moment? Je présume qu'elle ne se tord pas les pouces. Mais savez-vous que j'ai trouvé un vide après avoir terminé le CMA, parce que le CMA, c'était presque un emploi à plein temps. Là. Je m'y mettais dedans en plein, c'était du bénévolat. Et alors là, j'ai un peu cherché ce que j'allais faire par la suite. C'est sûr que j'ai été malade, alors j'ai eu cancer pour la 2e fois. Et ça m'a occupé presque l'année passée au complet, là. Évidemment. Et puis, alors, c'est seulement dans les derniers mois, vraiment, que j'ai senti mon énergie revenir et être prêt à prendre de nouveaux défis. Donc, cancer un cancer qui est bien rétabli. Oui. Je pense que ça vaut la peine de le dire. Ah oui, je suis très bien rétablie. J'ai mon énergie à 100%. Oui, ça a été COVID, ça a été cancer, ça a été peut-être une année difficile l'an passé, mais j'ai fermé la porte le 31 décembre, puis à 2020, j'étais contente. Donc, je suis réétablie et en pleine forme et je m'implique présentement avec les Jeux du Canada d'hiver 2023 qui vont avoir lieu à l'île du Prince-Édouard. Oui. Et je vais m'occuper du protocole et des VIP. un sujet que j'ai eu la chance de connaître, il faut le dire, aux auditeurs lors du Congrès mondial acadien, où moi-même j'occupais ce dossier-là en collaboration, entre autres, avec Claudette. Donc, un gros projet qui s'en vient pour l'île. Oui, j'ai participé à 2 réunions. C'est très intéressant. Alors, c'est l'organisation d'événements, c'est une organisation sportive, mais quand on regarde au processus et tout, alors c'est le même cheminement, il y a beaucoup de bénévolat et tout ça, et aussi on veut faire sûr que les gens sont reçus et accueillis dans leur langue, alors les langues officielles deviennent importantes, et c'est ça un peu... C'est une chose qui m'a motivée peut-être à vouloir faire une contribution parce que je voulais que la communauté francophone de l'île ait sa place et encourager d'autres aussi de mettre leur nom comme bénévoles pour qu'on ait un gros bassin de francophones qui peuvent accueillir les gens d'autres provinces dans leur langue. Alors, on est quelques-uns au niveau du comité de direction là, qui sont francophones. Alors, c'est un beau projet. Claudette, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup de t'avoir ouvert avec nous ce soir puis de tout nous avoir partagé ça. C'était You ce que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You ce que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez You ce que t'es rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.